Bonjour à tous, bienvenue aux abonnés qui peuvent suivre donc la continuation de cette interview de Frédéric Valandré. Merci d'être resté avec nous. Merci à vous. Pour nos abonnés. Donc, première réaction suite à cette interview, est-ce que ça vous a satisfait ou... Oui, tout à fait. J'ai pu exprimer un certain nombre de choses qui me tenaient à cœur. Très bien. Oh, il y aura bien des choses à dire, mais on ne peut pas tout dire. On est là pour ça. Donc c'est le principe de ces vidéos bonus. Alors moi j'avais quelques questions à vous poser, mais si vous avez d'autres choses à rajouter, n'hésitez pas. La question qui me paraissait importante également, mais qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, c'est... j'ai vu un documentaire récent, puis on connaît les documentaires de Raymond Depardon par exemple, sur ce qui se passe dans les prétoires. Et aux États-Unis par exemple, vous avez une médiatisation très large des procès. Alors, on dira parfois à outrance, comme le procès O.J. Simpson, etc. Mais on voit les Américains qui se passionnent pour la justice. Alors qu'en France, bon, certes, sur l'affaire Doutreau ou d'autres, il y a eu une certaine effervescence, mais ce n'est aucune commune mesure avec ce qui se passe aux États-Unis. Et ça, ma question est la suivante, est-ce que ça vient du fait que les caméras sont autorisées dans les prétoires aux États-Unis alors qu'elles ne sont pas en France? Est-ce qu'il y aurait un besoin là à satisfaire de la part du public, ou est-ce que carrément à créer cette envie de justice de la part des gens qui sont aujourd'hui intéressés par Star Academy ou des choses un peu moins importantes? Moi, ce que je pense, c'est ce décalage entre la façon dont ça se passe aux États-Unis et en France. Ça ne fait que de manière plus générale, ça dépasse le cas de la justice, les États-Unis sont une société du spectacle. C'est une société du show, la représentation. Bon. Et puis aussi du marketing, hein, enfin, faire de l'argent derrière. Et de la liberté d'expression. Tout à fait. Ce qu'on peut leur envier. Exactement. Voilà. Mais si vous voulez, c'est le côté un peu chaud. C'est-à-dire que par exemple, bon, prenons un exemple, on n'a rien à voir avec la justice, les campagnes pour les élections. En France, effectivement, on rit parfois sous cap quand il y a un candidat ou une candidate qui a donné l'impression d'être un peu en représentation lors d'un meeting. Bon, par exemple, bon, c'était pas avant une élection, bon, c'était bien après, Ségolène Royal qui fait fraternité, bon, ça fait un peu chaud, on dit ça fait un peu spectacle, quand on dit que quelque chose, c'est pas fortuit quand on dit que quelqu'un fait beaucoup de, effectivement... fait son show. Oui, on dit fait son show, on dit c'est à l'américaine. Ouais. Voilà, c'est à l'américaine, donc c'est une société du spectacle. Et ce qui explique aussi qu'il y a beaucoup plus de représentation, on est beaucoup plus dans le clinquant, peut-être un peu trop tape à l'œil, peut-être. Il y a de ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a le côté société spectacle qui est toujours un peu en filigrane aux États-Unis. Ça vaut pour les campagnes présidentielles, pour une campagne publicité, pour le dernier paquet de cornflakes, ou pour un procès. Ouais. Donc ça... Et je pense qu'aux États-Unis, bon, je précise que je suis absolument pas anti-américain, loin de là, mais c'est vrai que c'est encore plus nuisible. Ah, vous trouvez ça nuisible? Bah, nuisible. Là, on parle de la justice. Hein. Bah, nuisible, c'est-à-dire que bon, on va dire que c'est le souci, pour ceux qui s'intéressent, le souci de la transparence. Ok. Mais si vous voulez, c'est toujours pareil. C'est pas que les médias en parlent, c'est pas le problème. C'est surtout la façon dont ils en parlent. C'est-à-dire que bon, dans l'affaire O.J. Simpson, effectivement. Le fait est que, bon, ça a été transformé en un véritable show médiatique. Mais ça, c'est un peu l'exception, disons. C'est toutes les affaires. Il y a des chaînes aux États-Unis, des chaînes justice, où on passe des procès toute la journée. Oui, mais le problème, c'est qu'effectivement, on en vient presque à oublier que, effectivement, c'est pas seulement du spectacle, c'est-à-dire qu'il y a la vie de personnes qui sont en jeu. C'est-à-dire que, voilà, justement. On a l'impression que c'est détourner un peu le sens, parce que, bon, c'est quand même... Nous sommes quand même dans des affaires criminelles, c'est-à-dire c'est pas un simple vol de mobilette. Mais justement, c'est-à-dire qu'on pourra vous dire, au contraire, le fait qu'il y ait les médias, ça sera une garantie de transparence. Mais disons que plus de sobriété ne serait pas un mal, disons. Plus de sobriété ne serait pas un mal. Si vous... C'est-à-dire, je vous donne un exemple concret. Bon. Il y a une émission très intéressante, deux émissions intéressantes sur le service public en France. Il y en a une qui malheureusement ne passe plus, qui s'appelle Verdict. Où justement, il y a des procès, enfin, ils ne sont pas intégralement, mais des petits procès d'assises dans des tribunaux de province. C'est ce qu'on appelle des affaires qui ne sont pas du tout médiatisées. L'émission s'appelle Verdict, où ils suivent un procès d'assises. Et donc, vous avez un petit peu
Bon, il ne montre pas les plaidoiries, les réquisitoires, etc. Mais bon, vous avez, bon, il y a un commentaire en voix off et on suit un petit peu le procès. C'est entrecoupé d'interviews, éventuellement de la personne qui est dans le box, si elle accepte d'être filmée et si elle accepte de parler, des avocats de la défense, des avocats de la partie civile, de l'avocat général. Et donc, si vous voulez, mais ça reste sobre. Ouais. Ça reste sobre, on n'oublie pas le caractère tragique de la situation, qu'il y a eu tentative de meurtre, quoi que ce soit. Donc c'est-à-dire, c'est pas un show à la sens américaine, c'est-à-dire que ça reste sobre. Et vous avez effectivement l'émission aussi qui est diffusée tous les lundis soirs sur France 3, Fait divers, le MAG, qui est très intéressante aussi, où vous avez le même principe, vous avez effectivement le procès, un procès qui est filmé. Mais bon, on ne filme pas tout, mais c'est une synthèse du procès, mais ça reste sobre, on ne fait pas dans les paillettes, le strass, etc. C'est-à-dire, moi, ces soucis de transparence, c'est tout à fait louable, mais c'est plutôt le côté un peu chaud, dans le mauvais sens du terme, qu'on transforme ça en émission de télé-réalité, genre, s'il est coupable, tapez 1, s'il est innocent, tapez 2. Alors, c'est plutôt ça qui me gêne. Justement, si je résume votre position, donc vous seriez pour, à la limite, qu'on mette des caméras oui, parce que c'est interdit aujourd'hui, non? Ou il faut une dérogation. Oui, il y a certains procès qui ont été filmés. Bon, des procès des affaires de crimes contre l'humanité. Voilà. Mais bon, ils n'ont jamais été diffusés intégralement. Et bon, je vous donne le procès Barbie, ils ont fait un montage du procès Barbie et un montage du procès Touvier. Je veux dire, bon, il n'y avait pas les pom-pom girls, les vendeurs de pop-corn, nous sommes d'accord. Parce que bon, c'est quand même des affaires de crimes contre l'humanité. Bon, voilà. Parce que la justice est tellement importante que moi, je pense qu'on ne peut pas la laisser simplement au juge. Et il me semble que ça serait un progrès de faire rentrer les caméras dans les procès, d'intéresser plus nos compatriotes à la justice, mais effectivement à la française, c'est-à-dire simplement en mettant des caméras et en filmant sans commentaire, etc. Est-ce que vous pensez que ça irait dans le bon sens? Oui, tout à fait. Moi, je pense que ce serait une bonne idée, tout en gardant en tête l'idée qu'il faut une certaine sobriété. N'oubliez pas qu'il s'agit quand même la vie d'hommes et de femmes qui sont en jeu, qui peuvent se retrouver en prison pour des années. Et puis aussi le fait que, bon, ce sont les affaires de temps. Enfin, en tout cas, dans les deux émissions que j'ai évoquées tout à l'heure, Fait divers, le MAG et Verdict, ce sont des affaires de meurtre et tentatives de meurtre. Donc ça ne se prête pas au spectacle. Bien sûr. Alors qu'effectivement, aux États-Unis, on fait dans le trop-plein. Et il y a, je vous conseille d'ailleurs un film, si vous voulez avoir un peu une petite idée, effectivement, c'est une comédie de John Waters qui s'appelle Serial Mother, où il montre d'une maman tueuse en série, interprétée par Kathleen Turner, si je ne m'abuse, se transforme en show médiatique. Il y a sa famille qui vend les t-shirts, pas très loin du tribunal, etc. etc. Donc moi, effectivement, je ne serais pas contre, mais il y a la méthode qui va avec. Il faut quand même faire attention. Profitons du fait qu'on a un spécialiste sous la main. Si on doit creuser la question, ça veut dire que, est-ce que selon vous, la médiatisation va orienter les décisions des juges dans un sens ou dans un autre, et justement dans quel sens? Est-ce que ça sera pour plus de justice, ou au contraire, selon vous, ça mettra trop de pression et finalement ils commettront des erreurs? C'est vrai que c'est un risque. C'est un risque parce que bon... Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui, en ne médiatisant pas, qu'ils fassent un peu comme ils veulent, sans devoir rendre de compte à personne? Si vous voulez, ce qui se passe, c'est que bon, le risque existe dans les deux sens, effectivement. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas toujours... le risque zéro n'existe pas. Voilà. Il faut trancher. Voilà. C'est-à-dire que je crois qu'effectivement, il y a même... Bon, les caméras, moi, j'ai rien contre, mais je ne dis pas que c'est la solution miracle. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même le risque que... Mais imaginons vous êtes aux manettes, disons, le ministère de la Justice, je ne sais pas qui a la possibilité de juger, justement, ou de trancher, mais est-ce que vous trancheriez dans quel sens? Vous savez, moi je ne suis pas légiste. Non, mais en tant que citoyen, même spécialiste de ces questions, est-ce que vous voteriez un décret qui autorise les vidéos, ou au contraire vous diriez non, c'est mieux comme ça, certes il y a un risque, mais c'est un moindre mal? Disons que... j'ai beau avoir du mal à répondre. Oui. Alors je vais vous aider en vous posant une autre question complémentaire. Est-ce que dans les affaires que vous avez étudiées, certaines auraient pu être différentes si elles avaient été médiatisées?
médiatisé par l'introduction de caméras dans la salle. Bah, je vous dis, déjà, moi j'ai rien contre à partir du moment où ce soit fait de manière sobre et puis surtout objective. C'est-à-dire qu'on donne la parole aux uns et aux autres. C'est-à-dire que si par exemple vous avez, par exemple, je parlais du procès Omar Haddad, et effectivement la défense qui a eu beau rôle. Si vous avez un montage du procès, un montage vidéo, qui ne donne la parole qu'à Maître Vergès et à ses collaborateurs, et la partie réservée à l'avocat de la partie civile et à l'avocat général est réduite à peau de chagrin, il y a un problème. Le tout, c'est une question d'équilibre. Alors c'est vrai que c'est pas évident, parce que si effectivement les personnes qui sont chargées de faire effectivement ont une idée de réaliser ce film, c'est-à-dire qui supervisent ce tournage, ont une idée préconçue. C'est-à-dire qu'ils se disent non, celui-là il n'a pas une tête de coupable, ou alors celui-là il a une tête d'assassin, il a une sale tête, je l'aime pas. Ça risque effectivement, ils auront du mal, ils peuvent avoir du mal à mettre leurs convictions au placard, et ça peut influer effectivement sur le montage. Alors c'est vrai que c'est pas quand il y a une affaire effectivement passionnante et qu'on a des idées, une idée sur la question, peut avoir du mal à faire abstraction. Mais justement, c'est-à-dire que, prenons l'affaire d'Outreau. Si quelqu'un avait effectivement, si le procès avait été filmé, et ça avait été quelqu'un qui est persuadé dès le départ qu'ils sont tous innocents, bon, il aurait effectivement, il se serait attardé sur les personnes qui proclament leur innocence, etc. A contrario, si ça avait été quelqu'un qui s'est découpé, il aurait insisté sur, effectivement, Myriam Badawi, qu'on a toujours présenté comme un personnage antipathique, avec sa coupe à la garçonne, un regard peu avenant, et son mari Thierry Delay, qui passe son temps à se voiler la face, ce personnage un peu hirsute, barbu, qui a été, qu'on n'a jamais présenté comme un personnage sympathique. C'est-à-dire que souvent les personnes qui ont les premières réactions des journalistes qui ont suivi le premier procès de celui de Saint-Omer, c'est de dire « Ah, c'est ça le réseau pédophile », ils n'ont pas la tête de l'emploi. Ce qui me prouve rien dans un sens et un autre, parce que l'assassin, un criminel, c'est pas marqué sur sa figure. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un tel a une figure d'ange qu'il n'a rien à se reprocher, ou inversement. Donc évidemment, si la personne qui filme, elle a ça en tête, elle va montrer effectivement les images sous-entendues, mais regardez-les, ce sont des pauvres gens, ils n'ont rien à faire dans l'histoire. Alors qu'une personne qui voudra peut-être aller dans le sens de l'accusation, montrera la figure peu avenante de Myriam Badawi en insistant, regardez, ça fonctionne dans un sens comme dans l'autre. Bien sûr, mais justement, le journaliste, il a le risque. Il a ses préjugés. Maintenant, quand il travaille, il met son travail justement en toute transparence sur le devant de la scène. Et donc là, le débat s'ouvre. Et il peut s'organiser. S'il a par exemple été trop partisan dans un sens. Ah, mais s'il y a débat après, moi je veux bien, oui, c'est ça, tout à fait. C'est ça dont il s'agit. C'est-à-dire qu'effectivement, mais ce que je dis là, ça vaut aussi pour les émissions spécialisées dans les faits divers, comme Faites entrer l'accusé, par exemple. C'est-à-dire que, ils ne montrent pas des extraits enfin, pas forcément, pas beaucoup en tout cas, d'extraits de procès, des images fugitives, quelque chose comme ça. Mais dans le choix des personnes interrogées, moi j'ai des personnes que je connais, que j'ai eu au téléphone, que j'ai rencontré, qui m'ont dit qu'ils ont été sérieusement coupés au montage, voire totalement coupés au montage. Par exemple, j'ai un avocat que j'ai eu au téléphone il y a très longtemps déjà. Il m'a dit, c'est lui qui me dit, moi je pense que c'est tout à fait plausible, il m'a dit que le fait entrer l'accusé consacré à Patrick Dils, lui était avocat de la partie civile, il a été coupé au montage. Et donc ça lui a pas plu. De même que dans l'affaire Simone Weber, celle qu'on appelait Diabolique de Nancy, cette fameuse vieille dame qui a été soupçonnée d'avoir fait disparaître son amant, on n'a jamais retrouvé le corps. Vous savez, on a soupçonné qu'elle aurait tué avec une meuleuse. C'est une affaire qui avait mis de l'animation à l'époque, surtout que le personnage était assez truculent. Et il y a un chroniqueur judiciaire qui est maintenant en retraite, qui s'appelle François Foucard, que j'ai rencontré. Il m'a dit, que j'étais interrogé pour l'émission, mais on n'a pas retenu grand-chose, quoi. C'est-à-dire que après, il y a toute la magie du montage. Donc ça vaut effectivement pour un documentaire sur un procès, comme sur une émission comme Faites entrer l'accusé. Et pour vous donner un exemple,
d'autres exemples. Les quelques rares exemples de procès filmés, donc il y a un montage qui a été diffusé à la télé. Vous parlez de Pardon, par exemple Non, par exemple le procès Barbie. Bon, le procès Barbie a été filmé en 87. Et il y a eu en septembre 93, je m'en souviens, j'avais 17 ans à l'époque, je l'avais regardé le montage. Bon. Ils avaient bien sûr donné la parole, parce que bon, Barbie, bon, évidemment, officier SS, membre de la police politique de la Gestapo. Vous savez, bon, on n'avait pas pour trouver un témoin de la défense, bon, mais bon, c'est vrai que ça aurait été, ceci dit, intéressant de montrer quelques extraits, bon, de la plaidoirie de son défenseur, ou alors certains témoins qui abordaient des sujets intéressants, mais politiquement incorrects. Par exemple, il y a un témoin qui est venu parler, mais vu que ça a été considéré comme hors-sujet, parce que dans le procès, on a parlé surtout de la question juive, des accusations lancées contre Klaus Barbie concernant les déportations des Juifs, mais les affaires qui touchent la résistance, vu que ce n'est pas considéré comme crime contre l'humanité, c'était chute, on passe l'éponge, parce qu'on se prescrit, etc. Mais il y a un témoin, je ne me souviens plus de son nom, mais qui est venu parler, par exemple, de l'affaire Iltis. Alors qu'est-ce que c'est l'affaire Iltis? Iltis, c'est en fait un agent de Moscou qui avait infiltré un réseau de résistants communistes et qui les a tous balancés à la Gestapo lyonnaise. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, Staline n'appréciait pas la velléité d'indépendance de certains résistants communistes. Et ils ont rendu, via Iltis, cet agent Iltis, ils ont été balancés donc, à la Gestapo. Et donc ça, c'est un point, effectivement, qui n'apparaît pas au montage, parce que bon... On ne voit pas trop le rapport avec l'affaire Barbie en question. Le problème de ce procès, que certains, notamment Vergès, voulaient aborder aussi les aspects peu reluisants de la résistance, c'est-à-dire les affaires de trahison, etc. Et on avait dit, Vergès cherche à faire diversion. Justement. Voilà, exactement. Donc, mais bon, c'est un témoignage, il a quand même existé à comprendre, on aurait pu en parler. Bien sûr. De même qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure hors caméra, un point que... Bon, on ne voit pas d'extrait de la plaidoirie de Vergès, ce qui est dommage, dans le documentaire. Mais il cite justement les responsabilités de l'Union générale des Israélites de France en se référant au livre de Maurice Rachfus, aujourd'hui introuvable. Rachfus, aujourd'hui par Pierre Vidal-Naquet, qui est aujourd'hui introuvable. Et vous en savez quelque chose. Voilà. Vous en savez quelque chose. Aujourd'hui introuvable. Bon, il cite par exemple ses travaux dans sa plaidoirie. Bon, c'est des choses qui auraient pu être intéressantes à dire. C'est sûr. Bon, c'est un peu dommage, par souci, disons, de... Vous savez ce que disait Woody Allen. Vous savez ce que disait Woody Allen. Il disait la liberté d'expression, c'est pas donner 5 minutes aux Juifs et 5 minutes à Hitler. Oui, bien sûr. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? C'est vrai que le national-socialisme c'est quand même un sujet brûlant. Bien sûr, je ne dis pas, par exemple, qu'il fallait, par exemple, donner la moitié documentaire aux victimes et la moitié documentaire à Vergès. C'est pas dit ça non plus. Mais bon, il y avait quand même des choses intéressantes, parce que bon, le fait est que la plupart du temps, Klaus Barbie est resté dans sa cellule. Il a à peine participé au procès. Donc c'est Maître Vergès, en fait, sur qui s'est rabattu, c'est lui qui a eu la lourde tâche. Mise en scène. Voilà. Bon, on peut penser ce qu'on veut de Maître Vergès, j'étais assez sévère avec lui, par exemple, dans l'affaire Omar Haddad. Mais bon, ceci étant dit, certaines choses n'étaient pas inintéressantes. Par exemple, quand il parle des responsabilités, donc... l'Union générale des Israélites de France, c'est un passage, sa plaidoirie qui était intéressant. Bon, mais bon, ça, par exemple, ça n'apparaît pas. Bon, il y a eu aussi un documentaire sur le procès Touvier. Bon, je ne l'ai malheureusement pas vu parce qu'il a été diffusé sur une chaîne du câble, alors que l'autre était diffusé sur France 3. Donc c'était plus accessible. Malheureusement, celui-ci, je ne l'ai pas vu. C'est ça ? Oui, la chaîne Histoire, mais je sais que l'avocat de Paul Touvier, Maître Trémolo de Villers, avait été assez critique sur le montage. Bon, donc il a essayé clairement, de son point de vue, c'était assez orienté. Très bien. Alors, dernière question, à moins que la discussion nous mène plus loin, c'est la chance que nous avons avec Internet. Vu que vous êtes un spécialiste de ces questions, j'aimerais savoir, selon vous, quelle serait la priorité, la mesure la plus importante à prendre dans la réforme de la justice en France ? Vaste question, mais voilà, je vous le demande tout de go, comme ça, sans préparation. Déjà, ce qui serait pas mal, c'est qu'on applique les lois. Un certain nombre de lois. Parce que ce que je constate, c'est qu'en France, il y a des lois qui devraient être appliquées. Vous pensez à laquelle, par exemple ? Punir de 10 ans d'emprisonnement les auteurs d'incendie de voiture, par exemple. Ah oui. Et aujourd'hui, ils font combien ? Ils font pas grand-chose. Hein. C'est la loi prévoit 10 ans pour les incendies de voiture. Oui.
vous savez... Ça ferait du monde en prison, là, pour le coup. Hein. Bah, moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, en fait, il y a toute une série de... Par exemple, bon, passons à la question des prisons, qui sont insalubres en France. Bon, il y a plusieurs solutions. Il y aura une solution toute une question de budget aussi, une solution, mais qui nécessiterait beaucoup d'argent. C'est en fait certaines peines de prison pour les cas qui ne sont pas accompagnés de violence, par exemple les affaires d'escroquerie, que la personne soit condamnée à une amende ou alors à porter un bracelet électronique plutôt que de le mettre en prison. Travaux d'intérêt général. Oui, par exemple aussi, ça ferait de la place dans les prisons. Et n'y enfermer que vraiment les éléments dangereux. Ce qu'on appelle la neutralisation. Voilà, c'est-à-dire les gens qui méritent effectivement qu'on les mette passez-moi l'expression, en quarantaine. C'est une idée. Ouais. Bon, il y a l'autre solution aussi, mais enfin bon, vu ce qu'a dit notre président récemment, je suis pas sûr que... Bon, moi, ça me dérangerait pas qu'on l'applique. Hein. Ouais. Ce serait d'expulser les criminels d'origine étrangère vers leur déchoir de la nationalité française et les expédier à la frontière. C'était d'ailleurs lui qui avait arrêté la double peine. Oui. Ouais. Donc ce serait une idée. Bon. Et ce n'est rien de xénophobe là-dedans. Ah non. Non, c'est-à-dire que pour moi si j'étais dans un pays étranger et que je fais une connerie, qu'on m'expulse, bon, j'estime que c'est normal. Ouais. Alors que le problème, c'est que nous avons exactement toujours ce même problème en France, c'est qu'il y a il y a des choses qui sont dites, qui ne sont pas inintéressantes, mais ça reste à l'état de mots. Alors d'un côté, nous avons effectivement un président qui bombe le torse, certaines propositions qui ne sont pas inintéressantes, même si bon, pour l'application, ça peut poser problème, je suis d'accord. Bon, sur le papier, c'est bien, la pratique, c'est un peu différent. Et en face, nous avons effectivement toujours ce chantage au racisme, à l'antisémitisme. Par exemple, effectivement, vous avez le président de la Ligue des droits de l'homme qui dit remplacer le mot Rome ou gens du voyage par juif. Alors, ça revient au même. Et Noël Mamère qui agite le spectre de Pétain, de l'État français, effectivement. Bon, c'était d'un côté, nous avons des mesures qui sont proposées, disons des mesurettes. Et de l'autre côté, ceux qui hurlent, effectivement, qui agitent le spectre du chancelier Hitler ou du maréchal Pétain. Bref, nous avons en fait la rediffusion chaque année, voire tous les 6 mois, enfin régulièrement, d'un très mauvais sketch. Alors moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on modifie un peu le scénario du sketch, c'est-à-dire que les propositions, certaines en tout cas, qui vont dans le sens de plus de fermeté, soient prises en compte, avec bien sûr, pas que ce soit pas appliqué à l'emporte-pièce, c'est-à-dire que bon, faut pas non plus... Donc en fait, c'est juste, ce que vous nous dites là, c'est juste une question de volonté, finalement. Oui, voilà, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce, mais c'est ça que je pourrais reprocher, effectivement. Pourquoi c'est un gouvernement qui se dit de droite, bon, pourquoi, mais que ce soit de droite ou de gauche, d'ailleurs, on voit... Parce qu'ils sont enfermés dans un certain nombre de schémas politiquement corrects, c'est-à-dire qu'ils... c'est-à-dire ils prennent quelques mesurettes ou alors ils expulsent quelques personnes, ils envoient quelques personnes en prison pour satisfaire l'électorat de droite et faire en sorte qu'ils ne retournent pas vers le Front National. Ouais. Mais est-ce que ça va suffire là, mais voilà, ça ne suffit pas. C'est un cotère sur une jambe de bois, ça ne suffit pas. Et bon, d'un autre côté, bon ça c'est pour satisfaire l'électorat, d'un autre côté ils sont enfermés effectivement dans ce schéma qui existe depuis les années 80, c'est que dès qu'on fait preuve concrètement d'un peu de fermeté sur la question de la maîtrise des flux migratoires, de la sanction, de la répression, on est fascisé, hitlérisé, etc. Bon, c'est effectivement... c'est les suites, effectivement, de l'opération Mitterrand. C'est-à-dire Mitterrand, effectivement, qui a fait monter le Front National pour torpiller la droite parlementaire. Et on a encore aujourd'hui les effets, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore... Mais la droite parlementaire est toujours, et pourtant revenu au pouvoir, alors on pourrait croire que... Non, mais c'est une certaine frilosité, parce qu'il y a aussi le fait qu'il y a à boire et à manger dans la droite parlementaire. Vous avez différents courants. Et il y en a certains qui, effectivement, de peur, peuvent passer pour des méchants, parce que pour eux... effectivement, expulser des clandestins, envoyer des pauvres voyous d'origine étrangère en prison, ça passe pour un méchant, etc. Qui, effectivement, ont tendance, en fait, à virer vers la gauche. C'est-à-dire qu'ils sont presque quasiment plus à droite. C'est-à-dire que, pour être dans le ton, parce qu'on les a culpabilisés depuis des années, il y a ça aussi.
C'est-à-dire que, bon, il y a eu effectivement, bon, Chirac, j'en suis pas un grand fan, mais bon, lors du gouvernement 86-88, quand M. Chirac était Premier ministre, bon, il a essayé, oui, c'était un peu plus viril, ils ont essayé de faire des choses. Ouais. Il y avait, bon, les fameux Starkey Hutch, Charles Pasqua, et celui qu'on se nommait Starkey Hutch, ministre de l'Intérieur Charles Pasqua, et son bras droit Robert Pandreau, qui est décédé récemment, paix à son âme. Bon, il y avait quand même des choses. Il y avait quand même des choses, il y avait la loi antiterroriste, rétablissement donc une cour spéciale antiterroriste qui remplace donc la Cour de sûreté de l'État qui avait été mise en place sous De Gaulle, qui avait été donc supprimée en 81. De 81 à 86, par exemple, les terroristes étaient jugés par un jury populaire classique, ce qui posait problème parce qu'ils subissaient des pressions. Donc en fait, plutôt que de rétablir la Cour de sûreté de l'État, on a établi une cour spéciale antiterroriste composée entièrement de magistrats professionnels depuis 86. Et bon, même si au niveau des violences urbaines, on a du mal, au niveau de la lutte contre le terrorisme, la France ne s'en sort pas si mal. Il y a de nombreux réseaux terroristes, filières tchétchènes ou autres, qui sont démantelés. Attaqués en antiracisme. C'est-à-dire, c'est ça qui est intéressant. Attention, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que bizarrement, alors que les associations, effectivement, dites antiracistes, de défense des droits de l'homme, interviennent aussi pour hurler à haro sur la justice, Arlo sur le gouvernement, quand dans les affaires de terrorisme. Bizarrement, là, on a l'impression qu'effectivement, les autorités compétentes résistent aux pressions et font leur travail. J'ai l'impression, alors... C'est plus dur de défendre un terroriste qu'un clandestin. Oui, enfin, attention. C'est-à-dire que, bon, oui, le dit... Moralement. Oui, c'est-à-dire que c'est... Oui, moralement, c'est... Il y en a un qui est hors la loi, puis l'autre qui a... Mais bizarrement, ils arrivent mieux, malheureusement, à empoisonner l'atmosphère quand ils sortent leurs arguments en ce qui concerne les voyous de banlieue. Ce sont des victimes de l'exclusion, de la société, etc., qui sont le porte-parole du malaise social. Cette argumentation passe mieux parce que, bon, on va dire ce qu'il est, c'est pas leur voiture qui brûle. Ouais. Mais ça, c'est un truc bizarrement, quand les mêmes sortent un argument pour dire oui, c'est le désespoir qui conduit effectivement les islamistes ou les séparatistes bretons, basques ou corses, désespoir, voilà, une politique agressive de l'État français qui les amène au terrorisme. Bizarrement, là, ça passe moins. Ouais. Parce que, bon, là, contrairement, c'est-à-dire qu'eux, leur voiture ne brûle pas, et donc ils s'estiment protégés des incendies de voitures, des violences urbaines, parce qu'ils n'habitent pas dans les quartiers, dans les zones de non-droit, il ne faut pas se leurrer. Et par contre, le terrorisme, il frappe n'importe où. Donc ça peut être leur père, leur mère, leur frère, leur soeur, des membres de leur famille, au sens large, qui peuvent être touchés. Et s'ils voient revenir un membre de leur famille avec une jambe en moins, ils ne vont pas dire « Ah, mais il faut le comprendre hein. !» C'est sûr. Alors, il y a quand même une... Alors là, du coup, l'argumentation angéliste, droit de l'homiste concernant les terroristes, elle a moins de succès, elle a moins d'impact. On a l'impression que du coup, la justice, la police, qui luttent contre le terrorisme en France, ont plus de marge de manœuvre, ils sont plus à l'aise pour effectivement faire leur travail. Alors que pour les petits voyous de banlieue, c'est plus difficile, parce que là, l'impact médiatique est malheureusement plus fort. Alors, peut-être une dernière question concernant la justice. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord quand Éric Zemmour fustige le syndicat de la magistrature et la magistrature en général en disant qu'elle est à 80% peuplée de femmes? Donc au niveau virilité, bon, est-ce qu'il y a vraiment... je ne sais pas s'il dit ça lui-même d'ailleurs. Bon, ça c'est plutôt un argument à verser au dossier comme ça. Mais par ailleurs, Éric Zemmour dit que clairement ce sont des gens de gauche. Et que donc, ils sont amenés à traiter des affaires un peu plus légèrement que... Qu'est-ce que vous en pensez? En ce qui concerne la présence d'un certain nombre de magistrats qui sont très marqués à gauche, ce n'est pas faux. Même si, bon, je tiens à préciser que bon, je suis passé à Radio Courtoisie l'année dernière avec Didier Gallo, qui est donc vice-président du tribunal de grande instance de Sables-d'Olonne. Lui, il estime que l'influence gauchiste au sein de la magistrature est en baisse. S'il le dit. C'est fort possible. Qu'il y a effectivement des magistrats, qui soient membres du syndicat de la magistrature ou non, qui ont malheureusement tendance à se comporter un peu comme des mères-poules, et qui estiment effectivement que le petit voyou est en fait un enfant un peu égaré, qu'il faut remettre dans le droit chemin, mais qu'il faut le sanctionner, mais pas trop. C'est vrai, c'est vrai. Ceci étant dit, ne tombons pas dans les extrêmes. Il ne faut pas tomber dans le trop ou trop peu. C'est-à-dire qu'avec ce genre de logique,
Moi, je vais prendre une série de tribunaux, une liste de tribunaux ou de magistrats en France, un peu partout. Je vais faire une compilation, je vais dire, regardez, je vais dire, tous ces magistrats sanctionnent trop légèrement, je vais dire, les Aliciens sont tous des gens laxistes. Je vais prendre des magistrats qui, au contraire, dans certaines villes, sont très sévères, je vais dire, regardez, ce sont tous des fascistes. Bon, pour ce qui est de la présence des femmes, écoutez, bon, moi je peux... Elle est majoritaire dans la magistrature. Moi, j'ai assisté à des procès devant la 17e chambre correctionnelle, où le représentant du ministère public, enfin, de l'accusation, et la présidente, il s'agissait de femmes, il ne manque pas de fermeté. Hein. Je veux dire, moi, j'ai pas l'impression qu'elles sont moins fermes que les hommes. C'est-à-dire que, bon, à partir du moment où on fait ce boulot, on fait ce travail, il faut quand même avoir la nuque raide. Enfin, moi, après, il ne faut pas faire de généralisation. C'est-à-dire que, bon, il y a certains qui vont dire quand c'est des femmes, ça va pas du tout, elles n'ont pas la fermeté, elles n'ont pas la carrure, les épaules. Certains disent qu'au contraire, elles sont hargneuses, c'est des vraies harpies. Ce serait du sexisme, tout ça, dans un sens ou dans l'autre. Ben, c'est-à-dire, il ne faut pas faire... C'est-à-dire dire que un certain nombre de magistrats, effectivement, sont ou trop sévères ou trop laxistes en fonction des personnes en qui ils ont... C'est vrai. Oui, Éric Zemmour citait le tribunal de Bobigny. Ah oui, mais ça, le tribunal de Bobigny, c'est vrai que parce que là, il y a carrément c'est la... Mais oui, là, au tribunal de Bobigny, là, c'est vrai que c'est un exemple assez concret où, effectivement, les sanctions sont trop faibles. C'est-à-dire que j'ai assisté à une conférence en février dernier de François Foucard, chroniqueur judiciaire, que je parlais tout à l'heure. Il m'a dit il a assisté à des audiences au tribunal de Bobigny. Vous avez effectivement les petits voyous qui menacent de mort le magistrat. Et s'il y a une peine, fût-elle modérée, les menaces de mort, alors là, n'en parlons même pas. C'est pas triste. Hein. On rappelle là, effectivement, à nos internautes que c'est le tribunal qui a géré toutes les affaires de Marie-Neige Sardin. Donc, ce qui explique peut-être beaucoup de choses. Là, effectivement, si on ne voit que par ce tribunal, on va dire effectivement la justice ne fout rien contre les voyous de banlieue et s'acharne sur les victimes. Bon, évidemment, si effectivement il y a un effet de loupe là-dessus, c'est vrai qu'il y a un problème au tribunal de Bobigny, nous sommes d'accord. C'est vrai qu'il y a des soucis. Bon, après, bien sûr, il ne faut pas... c'est vrai que certains tribunaux ont la réputation d'être trop modérés avec certains criminels ou trop sévères. Bon, par exemple, à une époque, dans les années 90, on disait qu'au tribunal de Grenoble, effectivement, il y avait beaucoup trop d'acquittements, beaucoup trop de relax, que c'était bizarre, que bon, par exemple, juste avant le procès de l'affaire du viol et du meurtre de la petite Céline Jourdan, où donc il y a eu un acquittement et une condamnation. Et d'après ce que je sais, un avocat de sensibilité gauchiste a dit heureusement que les débats ont lieu à Grenoble, les magistrats ont rendu une bonne justice. Alors ça entendu, sous-entendu, bon, il y aura des acquittements. C'est-à-dire que bon, alors après, bon, moi je le dis dans mon livre, et c'est ce que je pense, la justice, ça dépend sur qui on tombe. Ça dépend des avocats, des magistrats. Après, je veux dire, il n'y a pas un microclimat non plus, du genre, dans tel tribunal, on va acquitter tout le monde, dans tel tribunal, on va condamner tout le monde. Donc c'est une machine complexe. Il y a que dans les pays totalitaires qu'on a une institution monolithique qui condamne ou acquitte. Mais ça pose quand même la question et ce sera certainement notre dernière question, ça pose la question du fait que les magistrats sont... on le dit souvent, mais il y a une part de vérité à mon avis, sont les personnes les plus puissantes de France puisqu'elles n'ont pas de contre-pouvoir. Un peu comme les journalistes d'ailleurs. Et est-ce que vous pensez qu'il faudrait leur mettre des contre-pouvoirs et si oui, lesquels? Les contre-pouvoirs. Ah, bonne question. Ah oui. Je vous remercie de l'avoir posé. Oui. Quand vous parlez juges, les juges d'instruction ou les magistrats au sens large? Non, au sens large, puisque ça rejoint d'ailleurs ma question tout à l'heure sur les vidéos. Les caméras vidéo, parce que pour moi ce serait un début de contre-pouvoir, pour pas qu'ils fassent n'importe quoi et qu'ils aient effectivement un regard extérieur permanent qui les scrute pour que la faute soit caractérisée quand elle arrive. Je pense qu'effectivement l'exemple qu'on citait tout à l'heure pourrait être un exemple intéressant, ça pourrait être un contre-pouvoir. Donc contre-pouvoir oui, mais ne pas tomber dans l'extrême inverse, c'est-à-dire l'impression qu'il est prisonnier effectivement Parce que la situation actuelle, c'est qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, donc ils font un peu ce qu'ils veulent, non? Il y a toujours, en fait,
toujours le problème, en fait, c'est que théoriquement, effectivement, le juge, effectivement, il peut être son libre arbitre, mais c'est pas toujours évident, parce que bon... c'est-à-dire que parfois, les limites, il se les impose à lui-même. C'est-à-dire que... bon, on a reproché, bon, on est à l'affaire Dutroux, au juge Burgot, de ne pas, en fait... de ne pas avoir effectivement laissé en liberté avant le procès un certain nombre de personnes mises en examen. Seulement, bon, est-ce que, c'est vrai que ça pose problème, est-ce que s'il y avait, à l'époque on parlait de réseau, etc., on était traîné dans la boue dans les médias, s'ils avaient été laissés en liberté, là pour le coup, on lui aurait passé un sérieux savon. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de faire abstraction. Mais je parlais pas de ces exemples précis, là. Je parlais plus en général de la profession, toute profession qui n'a pas de contre-pouvoir alors qu'elle a des pouvoirs importants, ce qui est le cas des juges, en général, amène à des excès. Puisque le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Et je vous prendrai un seul exemple, peut-être vous le connaissez, c'est l'exemple des enfants Roche. Avec le magistrat qui a été retrouvé. J'en ai entendu un peu parler, oui. Voilà. Bon, eux, ils disent clairement, ils sont devenus avocats parce qu'ils ont eu énormément d'ennuis judiciaires suite à la mort de leur père, d'ailleurs, qui était magistrat et qui n'a eu aucune contre-enquête sur ce qu'eux considèrent comme un assassinat. Bon. Et ils disent, notre père a abusé de son pouvoir pendant les 30 ans où il a exercé. Donc ça va loin quand on est là simplement par le fait du prince, parce qu'il disait qu'en gros il avait été pistonné, bon je la fais vraiment courte. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aujourd'hui des dérives énormes dans la justice qui mériteraient d'être au moins limitées en termes de contre-pouvoir, voilà. Les limites existent déjà au sein de la magistrature, parce que bon, par exemple pour un juge d'instruction, il peut arriver que le procureur qui le chapeaute, entre guillemets, ne soit pas d'accord. Il ne faut pas s'imaginer que le procureur est forcément d'accord avec le juge d'instruction. Par exemple, dans l'affaire Grégory, entre le procureur Lecomte et le juge d'instruction Michel Lambert, il y avait des divergences. Bon, après, bon, il peut effectivement, un certain nombre le procureur, d'autres personnes, d'autres membres de la magistrature peuvent intervenir auprès du juge d'instruction, dire là, vous faites fausse route. Donc, alors c'est vrai que c'est pas forcément suffisant, parce que bon, le juge veut dire non, je m'en moque, etc. Bon. C'est lui qui décide. Vous savez, Coluche disait, il y a l'avocat qui connaît bien la loi, puis il y a l'avocat qui connaît bien le juge. On sait très bien qu'aujourd'hui, des affaires se règlent entre avocats et juges, sans passer... Après, c'est juste une apparence, la justice. Et ça, personne... il y a une affaire de contact humain aussi, bien sûr. Mais ça, on le changera jamais. Par contre, est-ce qu'en termes de système... il n'y a pas quelque chose à faire pour limiter, on ne l'empêchera jamais complètement, mais au moins le limiter. C'est-à-dire qu'un organisme de contrôle, peut-être, il y a bien l'ordre des médecins, il y a l'ordre des, je sais pas, des pharmaciens. Écoutez, à l'heure actuelle, bon, je sais que, bon, pour ce qui est après l'affaire Dutroux, ils ont proposé une collégialité pour les juges d'instruction. Ouais. Bon, c'est une idée. Ça va dans le bon sens, selon vous ? Peut-être, oui. Pour moi, de toute façon, il n'y a pas de solution parfaite. Oui, mais il faut c'est-à-dire que le moindre mal, quoi, quand même. C'est-à-dire que moi, je pense que peut mettre des contre-pouvoirs, alors lesquels, bon, je ne suis pas juriste, j'aurais du mal à vous dire quel serait le contre-pouvoir parfait. Bon, par exemple, effectivement, les procès filmés, ça peut être une bonne chose. Il n'y a pas de contre-pouvoir parfait. Mais malgré tout, je pense que à partir du moment où on ne pourra pas forcément empêcher un magistrat, effectivement, de faire des erreurs. Ça peut, on peut toujours, effectivement, lui dire, attention, tu fais fausse route. Mais s'il en fait une, il faut qu'il soit sanctionné. Ça serait... Et aujourd'hui, il ne faut jamais sanctionner. Sauf très très rares exceptions, avec le juge Burgot. Mais là, c'était la caricature. Moi. Je pense plutôt à quelque chose de... Voilà, à l'inspection, il y a un organisme, c'est l'équivalent des bœufs carottes de la police, l'inspection générale des services judiciaires, qui existe et qui a sanctionné un certain nombre de magistrats. Peut-être un peu trop modeste. On a retenu que l'affaire du juge Burgot, enfin, le juge Burgot n'a pas été sanctionné par l'inspection générale. Et on a reconnu qu'il a commis des erreurs, mais pas de faute psychiquement au sens strict. Par contre, le Conseil supérieur de la magistrature lui a infligé une réprimande. Ça, c'est vrai. Bon.
Mais ce que je veux dire... Le procureur Gérard Le Signe, par exemple, a été promu, non, à ma connaissance? Ah non, 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 du tout. Bon, il a été muté. Muté, bon. Parce... C'était pas une dégradation, enfin, c'était pas... Non, mais si vous voulez, ce qui se passe, c'est que, bon, pourquoi il y a d'aussi faible... il y a aussi peu de magistrats qui sont sanctionnés, c'est déjà parce que c'est pas toujours évident de prouver une faute. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple concret. C'est-à-dire que, bon, un magistrat qui a fait vraiment une énorme connerie, il y en a. Bon, je n'ai pas d'exemple en tête, il y en a quelques-uns qui ont été sanctionnés par l'inspection générale des services judiciaires, il ne faut pas conseiller supérieur à la magistrature. C'est vraiment, bon, par exemple, le juge Renard, qui était un des magistrats de l'affaire Omar Haddad, qui était impliqué dans les affaires financières, liées, semble-t-il, à son activité, mais ses activités maçonniques. Bon, évidemment, ça n'a pas... ça a été mauvais pour sa réputation. Bon, il a été sanctionné. Bon. Mais, si vous voulez, c'est quand la faute est caractérisée, là, bon, il n'y a pas de problème, ils sont sanctionnés. Mais quand il s'agit de prouver par A plus B qu'ils ont fauté dans l'exercice de leur tâche, là, c'est pas simple. Parce que, bon, par exemple, pour le juge Burgot, le fait est que personne n'y a crié casse-cou. Il y a quasi les 64 magistrats, je crois, qui ont suivi cette affaire, qui ont dit non, le dossier d'instruction l'instruction a été correcte. Y compris, ensuite, la magistrate qui a présidé la Cour d'appel de Paris, qui a au procès qui a abouti à 6 acquittements, aux 6 derniers acquittements, donc peu suspect, a priori, de sympathie pour le bonhomme, qui a dit non, son instruction était au-dessus de la moyenne, était dans ma norme, il a fait un travail correct. Donc prouver... le bouc émissaire, justement, toute cette affaire. Parce qu'on a vu l'affaire, alors surtout on a pris le problème de la chancellerie, il a commis une grosse erreur, c'est-à-dire qu'elle a soutenu l'insoutenable, c'est-à-dire que la fable d'un juge Burgot machiavélique qui aurait berné la soixantaine d'autres magistrats qui ont suivi l'affaire, c'est-à-dire qui aurait imposé ses idées de réseau, etc., aux autres, alors que tous les autres, effectivement, l'ont soutenu. Donc du coup, c'est parti un peu en vrille lors des audiences du Conseil supérieur de la magistrature, et donc la sanction a été bénigne. Parce qu'effectivement, l'articulation de l'accusation était mauvaise, c'est-à-dire dire un petit juge inexpérimenté qui manipule son monde. Ce qui était archi faux. Et en plus, c'est pas crédible. C'est pas crédible, c'est-à-dire, voilà, le petit juge aux dents longues qui a manipulé des magistrats à chevronnés. Ce qui est de la bouffonnerie intellectuelle. C'était archi faux, et donc c'est pour ça qu'en fait, c'est parti en quenouille. Bon. Donc c'est pas évident de... Et moi, bon, en ce qui concerne le juge Burgot, je ne dis pas que l'instruction n'était pas parfaite, il y a une maladresse, mais lui, il a été un bouc émissaire bien commode. C'est qu'effectivement, on oublie de dire que, effectivement, tous les magistrats qui ont suivi l'affaire n'ont rien trouvé à redire sur son dossier, et qu'il y avait, bon, des éléments à charge, quand même. Des éléments à charge contre... Il faut pas, le problème, c'est que dans cette affaire, on a vu les choses à l'envers. C'est-à-dire que l'aboutissement des procès laissera entendre que le boulot a été bâclé. Non, il a accompli un travail de moine. Et bon, je ne dis pas qu'il n'a pas commis d'erreur. Bon, l'inspection générale des services judiciaires et le conseil de la nature a effectivement l'a critiqué, même si certains ont dit que l'ont critiqué, même si ça a été de façon beaucoup trop modérée. Mais bon, moi je pense effectivement qu'il a été un bouc émissaire bien commode. Après, de manière plus générale, pour ce qui est de pour en venir au contre-pouvoir, je ne pense pas qu'il y ait de solution miracle. Alors l'affaire des caméras dans les prétoires, éventuellement. Mais bon, après... Avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur les risques. Mais bon, ça sera le mot de la fin. Tout à fait. Parce qu'on a bien fait le tour de la question. Donc merci beaucoup Frédéric Valandré d'être resté jusqu'au bout. Et donc à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir.